Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors encore une fois, toutes ces fenêtres là, elles doivent disparaître. Voilà, il me faut la barre de chat, parce qu'aujourd'hui le chat va être important, puisqu'on va parler un petit peu comme chaque année de différentes choses à travers cette nouvelle foire aux questions. Je referai un découpage au montage avec, comme à chaque fois, un petit diaporama de photos. Ici, c'est un petit peu compliqué, donc en fait, je fais ce live surtout pour l'audio. Ce qui est mis en live, c'est le strict minimum. Il n'y aura pas la barre de chat pendant le live. Ça dépend après de si vous êtes nombreux ou non. Si je vois qu'il y a 30 à 40 personnes, peut-être je mettrai le lien du chat pour les prochaines FAQ, mais ça, je n'en sais rien. Donc la dernière fois, on n'était pas très nombreux. Donc cette fois-ci, il n'y aura rien de folichon à l'écran. Mais ne quittez pas votre écran pour autant, puisque vous aurez le chat sur le côté. Donc vous pourrez interagir avec moi. Il ne faudra pas hésiter, s'il y a des couilles techniques, s'il y a des trucs qui ne vont pas, à me le dire dans le chat. Voilà, il y a déjà la barre de fenêtre qui part. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, bon, il y a une latence plutôt importante. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on va dire que je fais confiance. Alors, de quoi nous allons parler dans cette FAQ? Nous allons commencer avec un truc que je fais chaque année. C'est que je me fais un peu le tour de Mojo Box Office. Je me repère quelques titres de films qui peuvent m'intéresser. Alors, le souci, c'est très sommaire. Il s'agit d'un site Mojo Box Office qui répertorie plus le box-office américain. Je vais vous énumérer un certain nombre de films qui sont estampillés 2017, donc ce sont des films qui vont sortir l'année prochaine. Alors ce sont des titres, généralement vous en avez entendu parler, ça a déjà été médiatisé, il y en a qui ont déjà eu des bandes annonces. Voilà, je vais faire un petit peu le tour, sachant qu'on est, voilà, il y a toujours des films qui sortent au dernier moment, et on a toujours des bandes annonces qui arrivent très très proches de la sortie du film. En gros, c'est à peu près suivant les mois, hein, donc c'est à peu près dans la chronologie, plus ou moins. On a des espèces de vieilles licences toutes ratées qui font leur retour en 2017. Resident Evil The Final Chapter, eh bien c'est pas trop tôt que ce soit le final parce qu'on n'en peut plus déjà. Underworld Blood War, mais vraiment les vieux machins quoi, qui essayent de revenir pour dire regardez on est encore dans la course quoi, mais c'est tout pourri, ça va pas faire des mille et des mille. Hein. Et il serait temps parce que Kate Beckinsale et Mila Jovovich, elles sont bien gentilles ces deux filles, mais elles commencent à se faire vieilles, hein, donc elles ne sont plus trop les sex symboles, donc elles comptent sur ces ultimes chapitres pour clore leur moment sexy, quoi, parce que c'est terminé, on ne rêve plus d'elles malheureusement, on rêve d'autres personnes. Donc voilà, on a ces deux films, on en a d'autres aussi qui ressortent. Ah oui, il y a le XXX. Le retour de Xander Cage, l'espèce de truc avec Vin Diesel, le mec qui fait du ski dans la jungle. En fait, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc voilà, ça aussi, c'est une vieille licence qui est un petit peu spéciale. John Wick chapitre 2, je crois qu'ils disent chapitre 2. J'avais vu le premier, c'était sympa, c'était un bon film d'action, mais bon, je criais pas au chef-d'œuvre, hein, au génie, mais c'était bien. Il y aura Split, je crois, le nouveau film de M. Night Shyamalan avec James McAvoy qui joue plusieurs personnalités dans un seul corps. On dirait une mauvaise comédie avec Jim Carrey. Bon, sauf que là, c'est mis dans le registre de l'horreur, de l'angoisse, de la tension. Pourquoi pas? Bon, après, je suis pas trop friand de ce genre de film, mais ça a tendance à exister. M. Night Shyamalan essaye de trouver toujours l'attrait original qui va amener les gens en salle. The Founder avec Michael Keaton sur l'histoire de l'expansion de McDonald's. Ça, j'irais peut-être jeter un coup d'œil, ça m'intéresserait éventuellement, mais ça sert, je veux dire, c'est clairement un sujet d'Oscar, quoi, avec Michael Keaton qui va avoir cette statuette, quoi. Vraiment, j'en ai l'impression, clairement. Moi, je lui souhaite que des super rôles, des rôles super intéressants pour lui, pour qu'il puisse terminer sa carrière sur une belle montagne, voilà. Ah oui, Premier Contact, The Arrival, ça sort en décembre, hein, je crois, The Arrival. C'est fort possible que vous ayez une vidéo dessus, hein, je ne vous le cache pas.
En toute façon, c'est sûr que The Arrival m'intéresse beaucoup plus que Rogue One. Vous aurez pas de vidéo dessus. Et Assassin's Creed, ça m'intéresse pas. J'ai jamais joué. J'ai joué un petit peu au premier, jusqu'à ce que ça bug en fait aux portes de Jérusalem. Le premier était tellement buggé, et pourtant j'ai beaucoup aimé le premier, mais il buguait à chaque fois. Oh merde quoi. Donc sûrement que le film il fera le taf, mais ce sera pas folichon. On a aussi d'autres films qui sortent comme ça des ténèbres, du style Rings. Donc la suite de Ring, donc la suite du remake américain de l'original japonais. Hein. Vous voyez un peu déjà la complexité du bazar. Bon voilà, les films d'horreur qui essayent de se placer comme ils peuvent. On aura aussi un Lego Batman Movie. Alors j'avais tellement adoré le premier Lego. Déjà il y a Batman, alors ça déjà impossible de louper. Pour moi, vraiment. Et en plus, voilà, les bandes annonces semblent véhiculer un humour que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé le premier, donc s'ils essayent d'imiter un peu la veine du premier film Lego, alors là, je vais vachement kiffer. Je pense que ça va être très très sympathique. Peut-être un peu moins fun, mais je pense que ça va être très sympathique ce Batman Lego Movie. On a un truc un petit peu moins sympathique après, c'est 50 nuances plus sombres. Le premier se laissait regarder, mais il se laissait aussi oublier. Celui-là, je pense que ce sera la même chose. Avec moins de sexe, peut-être. Je ne sais pas. Ça m'intéresse pas. Mais je vous le dis au cas où, s'il y a des fans. Je suis sûr que parmi vous, il y a des grands fans de 50 nuances degrés. On a ensuite un film, il m'intéresse, j'irai le voir sûrement s'il passe à Paris. Je pense, au vu de la promotion, il va passer à Paris. C'est The Great Wall. J'avais gardé un œil sur le film depuis un petit moment. C'est un film avec Matt Damon. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Parce que c'est un film chinois. Bien, Matt Damon, il s'invite en Chine le temps d'un film de Zhang Yimou, donc celui qui avait fait Hero, Le secret des poignards volants et La cité interdite. Donc voilà, quelqu'un qui fait de très belles mises en scène. Et là, c'est un espèce de gros film d'action, d'invasion. C'est très spectaculaire. Alors Larry, si tu précises, tu n'as pas noté Seul. Est-ce que tu peux me dire peut-être le titre anglais? Ah, c'est tiré d'une BD française. Eh bien, je ne connais pas. Est-ce qu'il y a eu une bande-annonce? Que je me note ça. Précisons quand même une chose. Voilà, au beau milieu de la petite liste de films. Vous aurez, normalement, pour toutes les questions, un timecode sous la description qui résumera l'idée de la question. Peut-être pas la question en entier parce que certaines peuvent être longues. Quelque chose qui me permettra d'aiguiller un petit peu votre regard et vous pourrez cibler en même temps vos réponses. Quoi. Ah voilà, tu me dis qu'il y a une BA, je vais me noter ça. Il y aura aussi le nouveau film de Gore Verbinski, donc celui qui a fait la trilogie des Pirates des Caraïbes, Rango et The Lone Ranger. Il va sortir un nouveau film, A Cure for Wellness, presque, je pense, les résidus de son projet de Bioshock. À la vue de la bande-annonce, après c'est très épuré par rapport à Bioshock qui joue sur la surcharge, mais ça semble être un peu dans une mouvance Steam, mais peut-être pas punk. Mais voilà, cette espèce de, comment dire, de rétrofuturisme style années 40 avec des technologies du futur, vous voyez ce genre de choses. Il y a une bande-annonce sur le web, je vous invite à regarder donc ce film A Cure for Wellness. On a aussi... Ah oui, alors ça c'est un truc, on m'a envoyé le trailer, c'était assez amusant. Get Out, qui est un film d'horreur avec des blacks. Je devrais dire plutôt film d'horreur sur des blacks. C'est-à-dire un mec qui arrive avec sa petite copine blanche dans une famille blanche. Alors bien sûr, voilà, c'est un black, c'est pas normal. Vous voyez déjà le truc. Et à un moment, il les invite dans une maison où il y a des serviteurs noirs. Et en fait, on dirait qu'ils sont contrôlés par la pensée. Enfin, ça a l'air d'un truc. Get Out, un truc bizarre, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance dans l'horreur, dans l'épouvante, dans le film de frisson, eh bien on a vu tellement de choses qu'il faut commencer à innover et les gens, des fois, ils font des scénarios complètement fous et ça donne des trucs comme ça. Donc il y a une bande-annonce, je vous invite à voir celle de Get Out, donc Get Out, hein, si je devais la prononcer clairement. On a aussi un autre film d'épouvante horreur frisson, Life, une espèce de Gravity croisé avec Alien. Je crois qu'il y a Jake Gyllenhaal dans le film. Voilà, c'est un espèce de petit trip dans une station spatiale avec quelques personnes qui
qui arrive à trouver une nouvelle forme de vie, sauf que cette forme de vie, elle n'est pas forcément amicale. La bande-annonce se présente du frisson honnête. Ça présente pas une espèce de truc un petit peu m'as-tu vu. Le scénario et ce qu'on en voit, on l'a déjà vu. Après, ce sont les variantes qui sont intéressantes. Ensuite, alors là, c'est comme si je vous spoilais déjà le truc, mais God Particle, qui est un film qui va avoir un lien avec Cloverfield et 10 Cloverfield Lane. J'ai vu le synopsis. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous le dire. Ensuite, je crois qu'en mars, on arrive en mars, on a du lourd en mars. Oh oui, on a des gros trucs. Ah ouais, on a quand même du... Alors là, c'est incroyable parce qu'en mars, ils essayent de créer une nouvelle plage de blockbuster. Sachant qu'en 2012, ça n'a pas réussi à John Carter, mais bon, ils s'obstinent les mecs, ils s'obstinent vraiment. On a Logan, première semaine de mars. Le trailer est sympa, mais ça m'intéresse pas du tout. Ça m'a jamais intéressé de regarder les aventures de Wolverine au cinéma. Jamais. Je n'ai vu aucun X-Men au cinéma. Et finalement, je m'en porte pas plus mal. Non, c'est pas une saga qui m'intéresse. Voilà. Mais ça existe. Oui, mais de toute façon, je le regarderai, mais pas à ce moment-là. On a Kong Skull Island. Le trailer est très sympa. Le deuxième est encore plus sympa. Je pense que j'irai le voir. On a ensuite le monstre de Frankenstein en présence du film La Belle et la Bête. Parce que c'est vraiment le monstre de Frankenstein. Hein. Frankenstein, c'est Disney et le monstre, c'est ce film-là. J'ai déjà peur parce que je ne crois pas à la bête. Et c'est pas rassurant pour la suite. Parce que le problème, c'est que quand vous avez le dessin animé, La Belle et la Bête sont en dessin animé. Donc ils ont un rapport à l'écran qui est le même. Donc on peut créer de l'émotion à partir de cette égalité. Dans le cas de La Belle et la Bête, cette version prévue par Disney, nous avons quelqu'un qui en synthèse, je pense en performance capture honnêtement, mais avec des rendus, des textures qui sont virtuelles. Va te créer de l'émotion avec ça. Et c'est super compliqué. Les seuls qui ont réussi, à mon sens, à vraiment créer quelque chose en interaction avec le réel, parce que c'est ça le plus compliqué, c'est la planète des singes. Et encore, on parle de singes. On sait ce qu'est un singe. Et toutes les images qui vont avec. Donc créer de l'émotion avec un singe, c'est beaucoup plus facile que de créer de l'émotion avec un animal ou quelque chose qui n'existe pas. La Belle et la Bête de Xavier Gans, de Xavier Gans, n'importe quoi, de Christophe Gans, ne marchait pas. En tout cas pour moi, ça marchait pas. L'émotion, la passion, non. Alors celui-là, on attend de voir. Je regarderai le film. J'irai le voir au cinéma, vous aurez une critique, ça c'est certain. Ah, mais Luc Aubry, il y a un grand problème avec Warcraft, c'est qu'il y a très peu de scènes où on a un rapport entre les humains et les orques. Parce que entre performeurs-captureurs, il n'y a pas de souci. Il y a plein de trucs qui marchent. Avatar fonctionne super bien. Mais dès que tu essayes de mettre un humain et un orque ou quoi que ce soit d'autre en collision, parce que c'est ça La Belle et la Bête, ça doit créer un véritable lien, une passion et de l'amour entre un être qui n'existe pas à l'écran et Emma Watson. C'est ça leur enjeu à eux. Hein. Warcraft a très peu de scènes, je crois que tu en as 2 ou 3 où tu as les humains et les orques qui essayent de créer de l'émotion, tu vois. C'est super compliqué. Là, franchement, mis à part les 2 volets qu'on a eu là de la planète des singes, où on a vraiment des interactions poussées avec, surtout dans le deuxième. Le deuxième, il y a vraiment quelque chose entre là notre héros, là, je sais plus comment il s'appelle, Jason Clarke, je crois, l'acteur, et celui qui joue César. C'est-à-dire Andy Serkis, on a une vraie interaction, un truc de fou, ou même, je pourrais revenir plus loin, King Kong de Peter Jackson, bien sûr Andy Serkis, encore une fois, avec Naomi Watts, il y avait une grosse interaction là-dessus, et à la fin du film, bon, on devait se taper quand même les 3 heures, en 3 heures on a le temps de faire évoluer l'émotion, mais en 3 heures, on peut vraiment déployer quelque chose dans la performance capture et dans toutes les petites scènes et les jeux de regard. D'ailleurs, Luc Aubry, on va parler de ce jeu de regard, puisque tu m'as posé une question sur l'amour à l'écran. On y reviendra après cette liste. Mais il faut créer des enjeux de regard. Et le problème, c'est
quand nous, à l'écran, nous voyons une bête qui n'est pas suffisamment réelle, et tout ça va vieillir malheureusement, hein, et un personnage qui est une véritable personne, un véritable acteur, il faut que le rendu soit parfait, quelle que soit la créature, pour qu'on y croie un petit peu quand il s'agit de nous créer des liens d'amitié ou même d'amour. C'est le plus compliqué. Donc La Belle et la Bête, c'est un grand enjeu technologique, hein. Comme ça, j'ai l'air de divaguer, mais c'est un vrai enjeu technologique, hein. Je pense que Disney, ils s'en rendent pas compte, mais c'est crucial, hein. Parce que Avatar, maintenant, on ne verra plus jamais, comment il s'appelle, Sam Worthington en humain. On le verra que en Navy. Donc en fait, l'enjeu, c'est pas James Cameron qui va le résoudre. C'est d'autres films qui vont résoudre ce problème. La planète des singes est franchement bien partie pour le faire. Mais ça reste des singes, donc des créatures qu'on connaît, qui sont dans notre monde. Alors que La Belle et la Bête, c'est une créature imaginaire. Et au vu de l'histoire, qui est une histoire forte, il faut que technologiquement, ce soit parfait. Et je ferai bien sûr un retour sur cette idée quand je parlerai du film en critique, ça c'est sûr. On a le Roi Arthur de Guy Ritchie, une belle bande-annonce, très, flamboyante, c'est le cas de dire, mais ça m'intéresse pas du tout. On a Power Ranger, un film qui m'intéresse tout autant, bien sûr. Non, la bande-annonce n'a pas l'air très bonne et le film ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, Ghost in the Shell. J'ai beaucoup aimé le trailer. Je vous ferai une vidéo avant Ghost in the Shell de 2017. Une vidéo sur l'original, une analyse de séquence que je prévois avec un copain. Ça va être épique. Surtout vu de la séquence qu'on a choisie, ça va être génial. Et je vous aurai bien sûr une vidéo critique sur Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. On a quelques films qui ne m'intéressent pas du tout, mais qui sont, je pense, des bons divertissements. On a Fast and Furious 8. Jusqu'à où ils vont s'arrêter Genre Vin Diesel, il aura 60 ans, il sera encore au volant de sa voiture avec The Rock. Oh là là, putain, la misère, la misère. Et on a Les Gardiens de la Galaxie, un film qui a été tourné en 8K. Je sais pas où ils vont aller le bazar. Oui, je vais aller voir ce que vous appelez en français Premier Contact, The Arrival en anglais. Celui-là, je vais aller le voir. Je crois que c'est au début de décembre, vous aurez sûrement une vidéo. À moins qu'il y ait une couille dans le programme, mais normalement, j'irai le voir. En film d'animation, on n'a pas forcément des trucs très médiatisés pour l'instant. On a Spark, alors je crois que c'est un film de la Fox, il me semble, je suis pas sûr. On a Boss Baby. Alors là, c'est un truc, je peux même pas vous parler, tellement c'est pitoyable, quoi. C'est-à-dire, on a le petit qui fait et après, il prend une cigarette et il tape les fesses d'une femme. Vous voyez ce genre de truc? Alors bon, tu te dis, ok, d'accord. Ensuite, on a Cars 3 qui a dévoilé quelques images récemment avec un petit teaser. Alors bien sûr, les teasers, faut s'en méfier. Il faut voir un petit peu ce que la bande-annonce générale va nous offrir, hein. En tout cas, moi, ça m'intéresse pas de le voir au cinéma. Moi, Moche et Méchant 3. Alors, s'il est aussi bien que le deuxième, j'irai peut-être le voir, je suis pas sûr, hein. Ça dépendra. Mais j'avais beaucoup aimé le deuxième, avec El Macho et le poulet le poulet là qui fait le chien de garde, c'était excellent. On aura aussi Coco, je crois que Coco c'est encore un Pixar, il me semble, je ne sais plus trop, mais c'est une nouvelle licence, donc il faudra voir, mais je pense que ce sera peut-être une tendance comme Rio, hein, de Blue Sky. Rio avait creusé un petit peu son chemin avec 2 volets, et c'est une licence qui avait plutôt bien marché. Bon, ça n'a pas rapporté des milliers et des mille, mais ça avait bien marché. Donc, Coco, je sais pas, je crois que c'est de Pixar. Faudra voir l'histoire. Mais après, je me cours pas après les Pixar, hein. Ensuite, on aura Alerte à Malibu. Ça, je suis sûr que c'est un film que vous attendez tous. Avec The Rock et des femmes complètement random. Enfin bon, voilà, c'est les trucs, encore une fois, nostalgie, quand tu nous tiens. Oh là là. On n'en sort pas, mais on ressort toujours les mêmes choses jusqu'à nous essorer complètement le cerveau. Alors, les titres suivants, c'est la même chose, hein. Spider-Man Homecoming. Encore un Spider-Man. Alors que ceux avec Andrew Garfield, au final, ils étaient pas mal. Mais non, on te ressort le machin, avec de nouveaux méchants pour faire tendance, pour faire venir les jeunes, hein, pour faire venir les gens, avec un casting de gosses, quoi. Voilà. Bon. Si vous aimez ça, je suis même plus la cible. Je suis même plus la cible de ce truc-là.
Si encore c'était Andrew Garfield, voilà, ça correspond plus ou moins à ma tranche d'âge. Bon, je peux m'y retrouver, le mec qui cherche du travail, tout ça. Là, c'est des gosses, les mecs, ils seront encore au collège. Allez, on va dire lycée, on va être gentil. Putain, j'espère que les méchants, ils feront le taf, hein, parce que autrement, je vois pas pourquoi j'irais me déplacer pour voir un truc comme ça. Hein. Il y aura aussi La Momie, avec Tom Cruise. Je pense pas qu'ils pourront faire mieux que celui de Steven Sommers. Parce que La Momie, là, déjà, c'est une femme. Bon. Mais quand vous voyez les images sur le tournage, elle a l'air pourrie. Le costume est pourri. Donc, je veux voir de la bande-annonce, mais je suis pas confiant. Surtout que là, le dernier Tom Cruise n'était pas très bon. Enfin, il était random, plutôt que pas très bon. On aura Pirates des Caraïbes, numéro 5 déjà quand même. Numéro 5, un budget colossal, un énorme budget gigantesque. Alors bon, encore une fois, un équipage fantôme, comme s'il y avait que ça à faire. Il y a aussi Silence, en effet, Bastien, de Martin Scorsese. Je n'ai pas encore vu la bande-annonce. Je sais qu'il y a Liam Neeson dans le film, mais je n'ai pas encore vu la bande-annonce. Je n'ai pas vu la deuxième bande-annonce aussi du film suivant, Wonder Woman. La première bande-annonce m'avait suffi pour me convaincre. J'irai de toute façon voir les DC, donc Wonder Woman, c'est sûr que j'irai le voir. On aura La guerre pour la planète des singes. Ça aussi, c'est un film que j'irai voir parce que j'avais bien aimé le deuxième. Il paraît qu'il y aura World War Z 2. Il n'y a pas de nouvelles du tout, donc moi peut-être qu'il va sortir tout d'un coup du chapeau. Hop, oh, World War Z 2, pourquoi pas. On a aussi The Dark Tower, donc adaptation roman de Stephen King à la baisse, parce que c'est un plus petit budget qu'on ne l'aurait pensé. Il ne m'intéresse pas vraiment parce que je ne connais pas la teneur et l'ampleur des romans. Donc bon, on aura Alien Covenant qui ne sort plus en août mais qui sort en mai avec une affiche Run. Voilà, ça fait déjà rêver. Mais on ne sait jamais. Hein. On a tendance en ce moment, vous avez tendance en ce moment à vous méfier de Ridley Scott. Moi, j'y vais plutôt avec beaucoup d'optimisme à chaque fois et généralement je suis pas déçu. Donc je pense qu'Alien Covenant, ça me conviendra. On aura aussi, alors de ce qui est marqué sur le site, mais il n'y a aucune autre info, Kingsman 2. Je pense pas qu'il sortira cette année, ou alors ce sera vraiment en fin d'année. De même que des films comme It ou Insidious ou la suite de Saw. Ça, ce sont des films, c'est annoncé en 2017, mais il n'y a pas de nouvelles quoi. Il y aura aussi Transformers 5 qui a commencé sa promotion légèrement. Ça dépendra de ce qu'il y a en scène d'action, parce qu'on va voir bien sûr Transformers pour des scènes d'action, c'est évident. Après les avoir vus en Blu-ray de mon côté, moi je les trouve tous assez sympas. Mais il faudrait que je tente quand même d'en regarder un au cinéma. J'avais beaucoup aimé 13 Hours, là son dernier film à Michael Bay. J'avais beaucoup aimé. Il faudrait que je me tente quand même avec Michael Bay au cinéma, juste pour voir. Peut-être que je le ferai avec Transformers 5, hein, pour la détente, la puissance de la détente, les explosions de tous les côtés. Il faudrait que je regarde quand même. Hein. Voilà, je vais terminer avec quelques gros titres. Des titres comme Blade Runner 2049, gros budget. Ridley Scott qui est derrière, qui surveille. Attendons de voir la direction artistique. Ce serait bien qu'elle soit même plus époustouflante que celle de Ghost in the Shell. À voir, vraiment à voir. Hein. Il faut être croyant un petit peu dans ces grosses sorties et pas se fermer tout de suite. Ce serait dommage, quoi. It, en effet, est annoncé en 2017. Il n'y a aucune autre info. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas allé chercher d'autres infos. Je cours pas après le film. Hein. Moi, j'ai vu The Clown qui me suffisait. Un mec qui prend un costume de clown et après qui peut plus l'enlever. C'est con. Voilà, et ça tombe ça glisse vers l'horreur. C'est plutôt sympa, The Clown. On aura aussi dans les derniers titres... alors Trainspotting 2, c'est vrai, ils ont fait une bande-annonce. Merci de me le rappeler, Bastien. Je suis pas du tout intéressé. J'ai vu le premier une seule fois et ça m'a suffi. Mais les tripes de drogue, c'est pas mon truc. Hein. Tous les machins du style Las Vegas Parano.
Living Las Vegas m'intéresse pas du tout. Enfin, je regardais, j'étais là, ok, d'accord, au revoir. J'ai vu jusqu'à la fin, je vous rassure, mais je m'en rappelle même plus. Je sais qu'à un moment, il y a Johnny Depp qui dit « Ah, c'est le pays des chauves-souris ». C'est au début du film en plus. Tout le reste, j'ai complètement oublié. Pas du tout intéressé. Donc, Trainspotting 2, je ne l'attends absolument pas. Je le regarderai probablement, mais quand il sera sorti sur Internet, je vais pas payer pour un truc comme ça. C'est pas trop dégueu, Clown. La bande-annonce semblait assez glauque. J'ai pas osé le voir. C'est pas mal. C'est pas très bien filmé. C'est un peu crade, hein, l'image. Mais c'est pas mal. À voir. Oui, non, mais c'est pas mal. Hein, pour les gens qui veulent de l'horreur clownesque. C'est pas mal. C'est une bonne idée. On a aussi... je vous garde le meilleur pour la fin, bien sûr. On a aussi Thor Ragnarok, qui est censé être un film comique plutôt qu'un film d'action avec des super-héros. C'est un choix qui est ambitieux. Avec Hulk en costume de gladiateur, il paraît. Donc, ça va être encore une grosse connerie. Moi, voilà, j'avais regardé le premier Thor au cinéma. C'était sympa, mais voilà, sans plus. Le deuxième, je l'avais vu quand il était sorti sur Internet. Celui-là, je crois que je vais faire de même. Hein. Ensuite, dans les derniers titres de films, on a Jumanji. Rien que le titre, dire Jumanji, film de 2017. Enfin, vous avez vu l'image, quoi. Ça va être The Journey 3. Vous savez, ces films-là, Voyage au centre de la Terre et Voyage sur l'île mystérieuse. Le premier film, c'était avec... comment il s'appelle, Brendan Fraser. Et le deuxième film, Journey, c'était avec The Rock. Faut voir des bandes annonces, mais ça pourra pas être aussi violent et pervers et fou que ce qu'on nous présente dans la série d'animation. Star Wars 8. Voilà, vous voyez, j'ai déjà du mal à le prononcer tellement c'est absurde. Enfin, si vous voulez mon avis sur le 7e, allez voir sur Facebook. Hein. J'ai fait une petite vidéo dessus. On a... je vais terminer avec 3 titres de films. Un film qui sort en novembre, que les gens qui aiment DC ont hâte de voir, ou pas. Justice League. J'ai hâte de voir l'épicness, parce que bien sûr, dans une montée en crescendo, il faut qu'il fasse encore plus épique que le dernier film. Donc, vont-ils y arriver? Vont-ils traiter ça avec trop d'humour ou avec de l'optimisme? Parce que l'optimisme n'est pas l'humour. Ne mélangez pas les deux. Les gens ont tendance à penser divertissement et optimisme avec humour, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais des gens qui ont plus d'espoir. Donc, à voir. J'essaye de me couper. Il faudrait que je me coupe un peu plus du flux d'informations. Alors, Death Note, je ne sais pas si ça sort en 2017. Je ne l'ai pas vu passer sur le calendrier. Il se peut que ce soit un film qui débarque sans prévenir. En tout cas, j'avais beaucoup aimé les 2 films japonais. En live, hein, les 2 films live japonais. Donc pourquoi pas, à voir. Le deuxième film, l'avant-dernier film dont je vais vous parler, c'est Valérian. Bien sûr, le film qui m'est destiné. En tout cas, la bande-annonce, elle m'a refroidi. Je sais même pas comment je peux... Je sais pas. Je pense que ce sera un bon film de science-fiction, mais que ce sera pas un très bon Valérian. Et le dernier film, avant qu'on passe aux questions, c'est Dunkerque de Christopher Nolan. Il est de retour, le Christopher. J'espère qu'il nous aura fait un bon film de guerre. Voilà, donc un gros casting, musique de Hans Zimmer, tourné en 70 mm et IMAX, enfin vraiment les grosses images, les explosions, la tenaille de ces soldats anglais. J'ai hâte de voir, hein, j'ai hâte de voir. Alors là, Dunkerque, c'est une grosse sortie pour moi de cette année 2017. En plus, voilà, film de guerre, film historique, ça peut se placer aux Oscars. Hein. Donc si le mec, il fait pas de la merde, il peut taper fort. Alors, je n'ai pas évoqué Monster Calls. J'avais beaucoup aimé son film précédent au réalisateur. Peut-être que j'irai voir, mais la bande-annonce m'avait pas séduit. Après tous ces titres de films, les films que je vais critiquer, pour sûr, à 100% sûr, c'est Lego Batman, Ghost in the Shell, La Belle et la Bête, Pirates des Caraïbes, Valérian, Alien Covenant, Blade Runner, La Guerre de la Planète des Singes, Dunkerque, Justice League, Wonder Woman, The Great Wall, et après j'hésite pour 2 titres, c'est le Kong Skull Island et Cure for Wellness. Je ne sais pas encore pour ces 2-là,
Mais tous les autres cités, ceux-là, je ferai une critique. Vous pouvez en être sûr. Alors moi, je poste une petite analyse sur un film d'auteur, voilà, ou je sais pas quoi. Ça fait 300 vues. Et dès que je parle de trucs plus putaclic, gros machin, gros blockbuster américain, alors là, il y a tout le monde qui s'amène. Hein. Il faut avoir un petit quota de grosses sorties pour ma chaîne. Alors je pense que c'est un quota et en plus je suis d'accord avec ce choix de film. Il y en a d'autres bien sûr qui feront tous les blockbusters ou qui seront attirés par d'autres titres. Peut-être par exemple que je ferai quelque chose sur Transformers, je ne sais pas. Faudra voir. Donc ceci étant dit, nous allons commencer avec la FAQ. Alors commencer par une première question qui m'est posée dans le chat. Une question de Zoic F qui me dit: quelle distinction fais-tu entre tes critiques postées sur Facebook et tes critiques postées sur YouTube? Eh bien, les critiques postées sur Facebook sont beaucoup plus rapides. Elles sont très courtes et très vives. Hein. C'est pas du truc réfléchi et j'ai très très peu de notes. J'ai encore moins de notes que lorsque je fais ma critique sur YouTube et c'est plus des choses pour lesquelles j'ai pas envie de me casser la tête. Donc c'est extrêmement sommaire et c'est pas du tout ordonné. Vous avez eu par exemple dernièrement une critique, je m'en sortirai jamais, un avis à chaud, très rapide, du dernier film sur l'univers d'Harry Potter. Donc je vous invite à aller regarder sur Facebook. Et je tiens aussi à le préciser que je me permets ce petit contenu exclusif à Facebook parce que quand j'avais perdu mes chaînes YouTube à 2 reprises, eh bien Facebook, je n'ai jamais perdu le compte Facebook. Donc j'ai jamais perdu la page et les gens qui venaient s'abonner et un petit peu parler avec moi. Donc moi, ça m'a fait bien plaisir de garder la communauté Facebook alors que j'étais en train de reconstruire ma chaîne. Une 3e fois. Je leur dois quand même un côté un peu rassurant, savoir qu'il y a des gens qui restent là à regarder mes vidéos. Parce que bien sûr, quand on perd une chaîne, il faut la refaire, et donc il faut se refaire tous les abonnés qu'on a pu avoir avant. Des fois, il y a des gens qui sont pas au courant, il y a des gens qui recherchent plus le nom de la chaîne, vous voyez ce genre de truc. Mais sur Facebook, ils sont toujours connectés au flux. Donc ça a du mérite. Enfin, pour moi, c'est important. Et du coup, j'ai envie de les remercier de cette façon, en leur proposant des petites choses. C'est très sommaire et c'est très simple, mais voilà, c'est un contenu pour eux. Ça vous incite aussi à aller aussi sur Facebook et à liker la page pour avoir peut-être des infos. Des fois, je balance des liens de vidéos ou d'articles que je trouve intéressants. Ça m'arrive. Donc voilà, il n'y a pas seulement le flux des vidéos sur YouTube. Hein. Ça va un peu au-delà. Alors déjà, la première question qui commence tout de suite, de Lord of Players 25. Vas-tu faire des vidéos en facecam un jour? Ça ne sert à rien, surtout si c'est juste pour faire de la critique. Si je l'apparais un jour en vidéo, je prévois de faire une vidéo où vous me voyez, mais c'est un truc qui commence à dater. Sur Avatar, j'avais dit des choses à sa sortie, et ça avait été filmé. Et j'aurais bien envie de faire une critique d'Avatar pour le prochain Avatar, où je prends les extraits de ce que j'avais dit à l'époque et je commente avec mon regard de maintenant. Et c'est super intéressant parce que ce sont des propos qui datent de 2009. Et voir un peu l'évolution de ma pensée et par rapport à ce que je disais avant, c'est super intéressant. Et ça permet aussi, ça vous permettra aussi de me voir, mais c'est pas, je suis pas anonyme. Hein. Vous avez mon nom en fin de vidéo. Il n'y a rien de plus basique. D'ailleurs, je tiens à vous signaler, comme ça vous fera peut-être venir sur Facebook. Mais dans les mois suivants, il y aura une vidéo dans laquelle j'apparais pour parler de séries et de cinéma. Quelles sont les vidéos qui parlent de cinéma que tu regardes, celles que tu aimes et celles que tu n'aimes pas? Voilà les questions. Je crois que tu as senti le soupir. Je regarde plein de choses. Je les flux. J'ai tellement de chaînes, j'ai beaucoup de trucs anglais. Mais j'ai tellement de retard aussi. Il y a plein de podcasts intéressants, mais ça tu tapes. Il y a tellement de top sur les meilleures chaînes sur le cinéma, des trucs comme ça. Les chaînes anglaises qui sont bien. Cinefuzz est bien. Regardez les podcasts, c'est ce qu'il y a de mieux. Regardez le Forum des images. Regardez le Ciné Club de Jean Douché. Regardez Ciné 70. Regardez... Burgess Network, regardez Beats, Blow Up, Alternative Line, Elliot Mini fait des programmes qui sont corrects. Bon, moi je suis pas trop fan, mais bon, c'est quand même sympa. Every Frame a Painting, Filmmaker IQ qui est vraiment bien. Final Entertainment,
31. Je sais pas si elle est sur le chat, mais moi j'aime beaucoup son contenu. Il a un franc-parler qui est complètement démentiel. Moi j'aime beaucoup. Prends le temps de taper en mots-clés sur Google et tu trouveras des trucs. Tu trouveras des listes de sites et de propositions. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, voilà. As-tu des critiques avec des guests YouTube? Écoutez, j'en avais parlé lors du dernier live avec Chris Tuckler de Instant Critique, mais donc Instant Critique est un petit peu décédé. Mais avec Chris, on va se faire une critique, la critique de résolution. J'en parle dans le dernier live qui sera disponible sur la chaîne demain à 20h. Ce sera une critique en duo. Je crois qu'on va bien se marrer parce que Chris, il a pas la langue dans sa poche. Et nos discussions sur Skype étaient à chaque fois très très longues et passionnantes. Donc, je suis sûr qu'on fera quelque chose de divertissant à écouter et d'intéressant aussi pour vous à suivre. Et ça vous donnera peut-être envie de vous intéresser plus à des petits films américains que plutôt des gros machins médiatisés. Les plaisirs coupables, mais moi je déteste cette expression, plaisir coupable. Théo, et je pense que tu le sais parce que tu as dû voir les FAQ précédentes, pour moi, en quoi je devrais être coupable de voir un film, quel qu'il soit, et de bien l'aimer. Parce que si on est coupable, ça veut dire qu'il y a une majorité, soi-disant majorité, qui devrait le trouver, ce film nul. Donc à ce moment-là, je pose la question, comment on peut savoir si la majorité n'aime pas le film ? Pour qu'on puisse considérer ce film comme un plaisir coupable pour moi. Ah! Avant Internet, on n'y pensait même pas. Je crois que le terme n'existait même pas. Tout simplement. Hein, ça se limitait, la vie générale du monde entier se limitait aux quelques copains dans la récréation qui ont vu le film. Ça s'arrêtait à ça. Le plaisir coupable n'existait pas. Aujourd'hui, dès que tu dis « j'aime Highlander 2 », ce qui est mon cas en plus, « oh là là, plaisir coupable, mais c'est un nanar ». Vous voyez les conneries, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est des grosses conneries. Ça divise les gens, oh là là, putain. Ou alors c'est les gens qui sont tellement cons qu'ils veulent pas faire pousser un peu des réflexions plus loin pour essayer de voir qu'est-ce que c'est que ce film, que plutôt le pointer du doigt avec un bonnet d'âne, hein, vous savez, lui mettre du ciment et des plumes dessus. Voilà, ça m'énerve. Ça m'étonne que tu me poses d'ailleurs la question. Si tu as vu mes FAQ précédentes, tu sais très bien que j'aime pas ce genre de questions et que tu sais très bien ce que je pense du plaisir coupable. Quelle expression à la con. Ça, ce serait intéressant d'ailleurs, de rechercher l'étymologie de cette expression. Vous parlez de Victor Bonnefoy, là. Je crois bien qu'il a sorti un épisode de comment ça s'appelle son truc? Unknown Movies, voilà. Je l'ai pas encore vu. J'ai vu la première minute. Ça me fait déjà marrer tellement c'est pourri. Qu'est-ce qu'il a sorti comme expression? Triple buse. Et comment on peut écrire une chose pareille? Je comprends pas. Voilà, bon. Le mec, il veut se la jouer... film sérieux. Mais rien que dans la première minute, c'est déjà une parodie. Comment voulez-vous croire à tout ce qu'on nous présente alors que c'est déjà montré comme une parodie? Mais c'est ouf que le mec il se rende pas compte de ce qu'il écrit. Oh là là, c'est la misère. Hein. Je l'ai pas encore vu, je regarderai l'épisode demain. Mais ça annonce des rires en cascade. Hein. Et pas le truc, le mec qui est sous sérieux, là, qui est torturé, mais tu parles. C'est bien parce que vous êtes fan que vous prenez dedans. Les gens qui ne sont pas fans, ils voient ça, mais bon... ouais, ok. Si tu veux. Unknown Movies, je saute la fiction généralement. Mais étant donné que c'est une fiction quand même qui lui a tenu à cœur, je voudrais voir ça. Pour me rendre compte aussi, est-ce que le truc fonctionne ou non, quoi. Juste presque par méchanceté de le voir échouer. C'est quand même malheureux, mais voilà, enfin, tu fais de la fiction, il faut que les gens y croient. Là, tu vois pas le tueur, tu vois une The Panda. Ça marche pas. S'il y a ce blocage-là, c'est que ça marche pas. La fiction fonctionne pour le moment, c'est extrêmement bien réalisé. Ben écoute, je regarderai ça, Valentin. Peut-être, j'ai pas encore vu, hein, mais j'ai peut-être peur d'un défaut d'immersion. Je sais pas. Je regarderai, mais je ne pense pas que... Enfin, moi, honnêtement, quand je vois la vidéo, moi, ce qui m'intéresse, c'est le film dont il va parler. C'est pas la fiction. Mais la fiction, je pense, va prendre une dimension assez importante dans ces vidéos. Là, la vidéo, je crois qu'elle fait 27-28 minutes. C'est gigantesque. Faut qu'on y croie, parce que... Dès le premier épisode. Parce qu'après, s'il n'y arrive pas dès le premier épisode, ça sert à rien.
Et il ne s'agit pas dans ce cas-là aussi d'une belle réalisation, il s'agit aussi de créer des situations qui ne sonnent pas faux. Et rien que cette première scène là avec la photographie et tout ça, moi je trouve que ça sonne faux dans les dialogues. Ça sonne faux. Oh là là. Ah, c'est la misère. Mais je ne devrais pas être de mauvaise langue comme ça. Je regarderai la vidéo. Je verrai ça. On pourra en parler pour la prochaine session. Pour qu'une chaîne m'intéresse beaucoup et voilà, que je sois vraiment accro à cette chaîne, il faut que ce soit une chaîne sur laquelle je prends des notes. Sur laquelle je prends des notes, je peux pas être plus clair. Pour mes choses à moi, ou pour certaines chroniques cinéma sur Oport.fr, j'ai pris des masses de notes, voire même j'ai presque recopié tout le texte du mec, c'est arrivé pour certaines vidéos, sur certaines chaînes. Et Mr. Bobine en fait complètement partie. Donc si à un moment, je suis tellement abasourdi que j'ai envie de me réapproprier complètement tout le contenu de la vidéo, ça veut dire que la vidéo, elle est ultra bonne pour moi. Et elle m'apporte vraiment beaucoup de choses. Leur dernière vidéo sur Avatar était je trouve, une bonne démonstration. C'était un point de vue, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais la démonstration était très bien faite. Voilà. Donc Mr. Bobine, moi c'est vraiment du lourd. Hein. La mise en scène est lourde aussi. Hein. Il y a beaucoup de traitements pour rendre compte du discours. Que penses-tu des groupes Facebook où les gens donnent leur totalement random sur des films et séries? Leur avis totalement random. Ben, c'est des groupes qui sont là, voilà, où les gens s'expriment, mais ça s'arrête là. Hein. C'est le forum. Tout le monde est sur le même niveau, mais en fait, c'est des gens qui crient et ça s'arrête là. À un moment, j'étais dans un de ces groupes, mais ils m'ont viré. Parce que moi, à un moment, j'ai dit un truc qui, justement, me mettait... pas qui me mettait en valeur, mais c'est un peu cette idée, ouais, et les mecs, ils ne l'ont pas supporté. Voilà. Tu penses quoi de l'affaire Marion Séclin? J'ai vu ça par la vidéo du Raptor Dissident, qui est peut-être pas le point de vue le plus objectif qui soit. Internet est très très cruel, hein, et ça ne l'a pas loupé, hein, avec les femmes. J'avais vu la vidéo de Marion Séclin, bon, elle est aussi hystérique, elle est aussi vindicative, voilà, c'est beaucoup mieux comme terme. Elle est aussi vindicative que l'ont été les personnes qui se sont acharnées sur elle. Donc bon, je ne sais pas quoi penser. Moi, je m'en fous. Donc je sais pas, c'est même pas mon rayon c'est pas mon fonds de commerce. Non, moi je m'en fous quoi. Moi je trouve ça malheureux quoi. Il y a des gens qui font des appels au viol de Marion Séclin, c'est n'importe quoi. Ça c'est pas normal. Mais c'est Internet, donc les gens sont agressifs. C'est quand même malheureux. Moi ça me désole qu'il y ait tant de violence comme ça sur Internet, alors que ça peut être si facilement évité. C'est-à-dire que les personnes, ils voient la vidéo, ils sont pas d'accord, ils passent leur chemin. Moi, il y a des vidéos, il y a plein de vidéos avec lesquelles je suis pas d'accord. Je suis pas en train de m'exciter là, à poster des commentaires. Voilà, c'est un mauvais commentaire. Mais non, mais tu regardes la vidéo, ok, tu laisses couler quoi. Non, les mecs s'obstinent. Je trouve ça horrible. Par extension, Marion Séclin prône-t-elle le féminisme parano? Mais j'en sais rien, moi. Je s'en sais foutrement rien. Et à la limite, je m'en fous. Je ne sais pas. Je ne connais pas assez ce qu'elle véhicule pour me permettre ce genre de réflexion et d'affirmation. As-tu aimé le dernier Mel Gibson? Je ne l'ai pas vu. Non, je l'ai pas vu. Non. Qu'est-ce qui s'était passé? Non, je l'ai loupé. Bon, je l'ai loupé, il est encore en cinéma. Mais après, j'ai tendance à me démotiver rapidement quand les films commencent à dater au cinéma. Et puis, étant donné que j'y vais tout seul, la quasi-totalité du temps, 99% des cas où je vais au cinéma, c'est tout seul. Si j'arrive pas à me motiver pour voir un film typiquement comme celui de Mel Gibson, je vais pas me forcer. Je ne vais pas me forcer. Moi, j'ai pas de carte d'abonnement. Le cinéma me coûte de l'argent, même si c'est le matin, c'est moins cher. Si je n'ai pas la volonté, vraiment une pure volonté à 100% d'aller voir le film, je vais pas le voir. Des fois, ça me surprend. Je dois bien vous dire que des fois, j'y vais comme ça,
par pulsion de curiosité, je suis surpris, mais souvent non. Par contre, si quelqu'un me demandait, est-ce qu'on peut aller voir ce film et tout ça, aucun souci. Je suis bien plus volontiers à accepter d'aller voir les films avec des gens que y aller tout seul. Ta prochaine analyse portera sur quel film? Eh bien, écoute, j'ai pensé à la pub live de Skyrim. Enfin, je dois bien vous avouer qu'elle a été faite en 2012, cette analyse. Mais pour la prochaine sortie, c'est-à-dire sur YouTube, je pense que ce sera celle-ci. Ce sera celle où il y a eu une publicité d'à peu près 1 minute sur Skyrim, mais avec de vrais décors, de vrais personnages. Donc d'ailleurs je crois que je défonce pas mal la publicité en fait, parce que je me rends compte que dans la publicité il y a une confusion, parce qu'il y a des plans qui ont été intervertis et du coup il y a un problème de déplacement et de... Je crois qu'il y a quelqu'un qui monte sur son cheval 2 fois, alors que normalement il est censé monter une seule fois. Pour un mouvement de confusion, ils ont changé 2 plans et en fait ça court-circuite un élément au milieu de la vidéo. Et en fait, au fur et à mesure de l'observation, je me rends compte de ça et je me dis mais c'est énorme. Alors tu te rends compte de problèmes alors que tu les avais pas cherchés. Donc je pense que je vous posterai cette analyse. Ce sera, je sais pas quand, mais ce sera avant la fin de l'année. Par contre, alors je tiens tout de suite à préciser. Je pense que la semaine sur Warcraft, ça ne sortirait pas cette année. J'arrête pas de les repousser, mais je me sens pas d'attaque pour faire les vidéos. J'ai commencé, j'en ai fait quelques-unes, mais j'ai pas du tout terminé. Ça sortira quand ça sortira. Il faut que je me dise ça pour les films. Il faut que je me dise que j'ai pas de calendrier, qu'il faut que je me force à pousser les choses, à être tranquille, voilà. J'ai pas de pression. J'ai la chance de ne pas encore en avoir. Donc il faut que j'en profite. Quelle est ta grosse attente de cette dernière attente de cette année, mon cher Valérian? Valentin, je pense que c'est juste The Arrival. J'attends plus le reste. À la limite Passengers, j'irai voir peut-être avec mon frère. Mais oui, je pense que c'est The Arrival. The Arrival, je ferai une vidéo. Je pense que je ferai une vidéo sur le film. Hein. J'ai quasiment rien vu. J'ai juste vu la première bande-annonce, c'est tout. Et au vu des quelques retours américains, ça semble être pas mal. Donc, je me laisserai tenter. Je pense que vous aurez une vidéo sur YouTube. Hein, et ce que je peux vous assurer, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo sur Rogue One. Et il n'y aura pas de vidéo sur Assassin's Creed. Hein. Ces 2 films-là, ils me laissent de marbre. Est-ce que tu pourrais faire une rétrospective sur les Pixar? Oui, je pourrais, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Pixar. Une rétrospective. Déjà que celle que je prépare, je crois que je vais en avoir pour un sacré moment. Alors, en plus, sur une rétrospective dont j'aime pas certains films, ça va pas le faire. Hein. Vous allez le sentir que ça va pas être ma tasse de thé. Donc non, je vais pas faire sur Pixar. Alors oui, Lord of Players, j'ai vu la rétrospective sur Roland Emmerich par Durandal. Ce mec, il faut absolument qu'il ne fasse pas de fiction, parce que toutes ses blagues sont merdiques. En tout cas, ça me fait pas rire. Un petit tacle à Apocalypto, alors qu'il n'y a pas besoin d'être. Sur le côté. Ça, je me suis dit, oh là là, putain... et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires parce qu'on peut avoir les informations rapidement sur Wikipédia. Son développement sur 10 000 était pas mal. Sur Stonewall également, c'est bien qu'il en fasse, qu'il parle un peu plus de Stonewall. Mais il y a beaucoup de déchets. Il s'est permis de parler de... comment ça s'appelle? Atomic Cyborg dans le rapport avec Universal Soldier, sans avoir la moindre preuve qu'il y a un lien entre les deux. Parce que c'est bien de voir des parallèles. Voilà, dans Atomic Soldier, Atomic Cyborg, je crois, il y a ça et ça, et dans Universal Soldier, il y a ça et ça. Mais qui te dit que Roland Emmerich l'a vu, ou que le scénariste l'a vu? Il n'a pas trouvé d'interview, il n'a pas trouvé de vidéo, ou d'article, ou que sais-je. Donc le lien n'est pas valide. Donc pourquoi il nous fait un rapport? Je sais pas. Quand tu fais des recherches, tu t'assures au moins d'avoir cet argument qui est important pour dire il a été officiellement influencé parce que dans cette interview, il parle de ce film. Ou que le scénariste parle de ce film. Blam, et tu plantes ça dans ton truc. Et ça valide complètement tous les parallèles que tu peux faire avec le film. Mais il ne le fait pas. Alors c'est là, c'est
un parallèle, ouais, qui s'excite dessus, mais ça sert à rien en fait. Parce que t'as pas validé en fait le parallèle entre les deux. Eh ben c'est con. Franchement, je pense qu'il aurait pu couper facilement 1 heure sur tout son commentaire, le Durandal. C'est basique, hein. Il y a beaucoup de trucs qui sont très basiques. Il aurait pu compresser et ça aurait été plus impactant. Ça se disperse. En plus des blagues. Mon Dieu, les blagues. Et en plus des blagues avec des effets spéciaux. C'est-à-dire que le mec est tellement désespéré de pas faire de fiction qu'il commence à faire des effets spéciaux alors que c'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais oui, Charles, je devrais faire comme toi, mais je peux pas m'en empêcher. J'ai tellement envie de voir ces médiocrités, je crois que c'est ça. Hein. C'est malheureux, hein, mais je crois qu'il y a un peu de ça. Je vous le cache pas, c'est un peu de ça. Je veux voir à quel point il peut se planter, donc je regarde ces vidéos. Enfin, je devrais même presque dire j'écoute ces vidéos. Est-ce que tu peux venir aux questions que je t'ai posées en commentaire, s'il te plaît? Ah, mais t'as envie de savoir, hein? Alors, figure-toi, Luc Aubry, que j'ai regardé, Out of Africa. Je l'ai terminé cet après-midi, pour tout te dire. Super film, hein, super film. Alors, on va prendre celle-là, hein, la première que tu m'avais posée, Luc Aubry. Dans une scène de rencontre, en termes de romance, pour faire passer une puissante émotion, est-ce qu'un rapport d'échelle de plan, un champ contre champ et une gestion de l'espace est suffisant? Je pense par exemple à Pocahontas 95, la rencontre entre l'héroïne et John Smith, ou la scène ou des scènes de Out of Africa. Dans Out of Africa, le premier rapport est intéressant. C'est un rapport qui se fait entre Dennis, qui est à terre, près du chemin de fer, et je crois Karen, hein, c'est ça, il me semble, qui est dans le train et qui sort du wagon. Donc elle, déjà, elle est plus haute en termes d'échelle, elle est plus haute que lui, donc rapport à la classe qui est supérieure, c'est une baronne, lui c'est un chasseur. Donc le rapport était pas mal, et aussi un rapport de fixité. C'est la première scène, hein. C'est la première scène où ils se rencontrent, Meryl Streep et Robert Redford dans Out of Africa. C'est un rapport de fixité. Elle est fixe sur le seuil de la porte du wagon, et lui peut bouger et se balade un petit peu près du wagon de marchandises, tout en parlant avec elle. Donc lui, en fait, il a plus de liberté, il a plus de pouvoir, de mobilité, mais elle a la prestance et l'autorité. Donc là, et bien sûr, c'est elle qui va amener l'ivoire à bon port. Donc elle a le pouvoir, mais lui a la liberté. Donc d'emblée, dès le départ, on nous présente, et c'est pas du tout, il n'y a pas du tout le coup de foudre, c'est un rapport d'autorité et même de professionnel de travail dans la première scène de rencontre entre ces deux acteurs. C'est pas du tout romantisé, la première scène, c'est très étonnant, mais c'est après que ça va se développer. Ça va se développer particulièrement avec la scène de repas, où elle va raconter une histoire. Et voilà, après c'est avec des dialogues formidables, on fait des dialogues de littérature, hein, vraiment, vraiment. Et dans Out of Africa, on joue beaucoup sur le regard. C'est-à-dire que ce sont des mises en scène qui sont très épurées, très très simples, classiques, certains diront académiques, mais c'est aussi pour faire exploser le charisme et le jeu d'acteur, et notamment le regard et la parole. Et d'ailleurs en français c'était très très bien doublé, hein, je trouvais. Oui, surtout le regard, il y a beaucoup de jeux de regard. Le regard, c'est aussi dans Pocahontas. C'est un rapport, comme tu dis, c'est un champ contre champ, c'est-à-dire une gestion de l'espace qui amène justement personnage en gros plan, plus de charisme par rapport à quelqu'un qui est dans un plan moyen, donc un rapport donc moins important, et après on va jouer avec la notion d'échelle pour créer de l'émotion et créer aussi de l'importance. C'est un revirement de situation, et finalement qui porte la culotte, John Smith ou Pocahontas? Donc c'est là où le rapport d'échelle de plan est intéressant, et c'est là aussi qu'on peut créer de l'émotion. Le gros plan, c'est le regard, c'est le jeu corporel, le jeu des cheveux. C'est pas vraiment le cas dans Out of Africa, mais le fait que ça soit si épuré permet de faire jouer plus les acteurs que la mise en scène, qui est des fois, vous savez, les rencontres amoureuses, le mec dans un bar et tout d'un coup, un retournement d'épaule, au ralenti, avec la musique random
Et la femme, comme ça, avec les cheveux qui se balancent et le regard dans le vide. Et le mec, après un gros zoom sur lui. Vous savez, comme dans The Mask, hein, avec la caméra qui fait un tilt et qui part des pieds de Cameron Diaz et qui monte. Et après, on a une espèce de travelling compensé sur Hipkins. Et après, et voilà, après, il y a le canon au ralenti et tout ça. Voilà, ça, c'est la mise en scène avec beaucoup de technique. Mais peu d'émotions jouées par les acteurs. C'est des espèces de grosses farces, quoi. Finalement, j'ai revu juste pour ça la scène de rencontre, finalement de choc d'impact entre, comment elle s'appelle, Ramona et Scott Pilgrim. C'est la même chose. C'est la mise en scène qui fait le boulot, ce sont pas les acteurs. C'est du split screen, jeu de regard, plan, gros plan, avec en même temps en split screen le mec qui regarde avec après un insert sur le verre qu'il tenait, qu'il casse, enfin qu'il broie, c'est un verre en carton. Et après on a un espèce de This is the girl. Et après on a le mec qui arrive sur le mur. Enfin c'est une grosse mise en scène très lourde et qui se voit beaucoup. C'est tape à l'œil. C'est bien fait, hein, mais c'est très tape à l'œil. Ça fait pas vivre l'instant pour les acteurs. C'est de l'artifice, c'est vraiment une mise en scène d'artifice. Je dis ça, c'est objectif, hein, c'est pas, là je le dis pas en étant négatif. Hein. Donc je trouve que l'émotion est plus juste et plus honnête, même si elle est, elle est plus littéraire, plus théâtrale dans Out of Africa, que moi j'y crois plus en tout cas, surtout que après ça se déploie. Hein, c'est pas tu tombes amoureux tout de suite. Hein, non, dans Out of Africa, ça se déploie. Après de longues scènes, le film fait 2h30, 2h40, je crois. Donc, il y a plein de façons de créer de l'émotion, de rencontres et de rapports, de puissantes émotions, de passion, mais ça se joue par le regard. La plupart des films de passion, c'est des jeux de regard qui sont terribles. Le Ghost, là, qui était sorti dans les années 90 avec Patrick Swayze et Demi Moore, tout l'enjeu de Ghost, c'est Demi Moore qui veut voir littéralement de nouveau son compagnon. C'est un enjeu de regard. Encore une fois, on y revient. Vous regardez des tops de films de passion et tout ça, il y a plein de trucs de regard. Tu dois capter le regard. Ensuite, tu m'avais posé la question suivante. Est-ce que dans la réalisation d'un film, tout est une histoire de montage ? Bah non. Ça c'est une question, je comprends même pas pourquoi tu peux me poser une question pareille. Non, mais t'as des enjeux de lumière, des enjeux colorimétriques. Refn, il fait pas son film avec forcément que le montage, hein. Il fait son film avec les couleurs et la lumière, hein. Ça se voit, hein. Avec les effets spéciaux aussi. Qu'est-ce que c'est que cette question, quoi? Alors là, dans ce cas-là, il manque quelque chose, mon cher Luc Aubry, hein. Est-ce que dans la réalisation d'un film, tout est une histoire de montage? Le montage est très important, mais il y a plein de choses qui sont aussi importantes. Hein. Un chef-op va militer pour son beefsteak. De même, Laura TV, tu le précises justement, de même qu'un ingénieur du son ou un mixeur va militer, va prêcher pour sa paroisse. Hein. Le monteur aussi va prêcher pour sa paroisse. Je me dis que le montage donne beaucoup d'infos. Bah oui, sans blague. Hein, mais il en donne peut-être plus que des mouvements de caméra ou que le son ou que la lumière, la couleur. Mais tout n'est pas une histoire de montage. Hein. Il a une plus grande part, mais il n'est pas le seul. Hein. En tout cas, il y a des films qui jouent beaucoup plus sur des différents aspects que le montage. Typiquement, The Revenant. Alors, on va prendre un film que je pense beaucoup d'entre vous ont vu. The Revenant n'est pas un film qui joue sur le montage. Très peu. Il joue sur le mouvement, et sur la prestance d'acteurs, sur la colorimétrie, beaucoup plus sur des choses qui ne sont pas forcément le montage, justement. Ou le non-montage. Dans ce cas-là, on peut faire une pirouette. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de montage, ça joue. Ça dépend des cas, hein. Ça dépend des films. On m'a posé aussi une autre question. Une question de Relab. Étant un utilisateur récurrent du site qui parle de cinéma, des sites comme Allociné, Sens Critique, on constate l'importance des tops sur les utilisateurs qui voudraient découvrir le cinéma. Pensez-vous que ces classements n'ont pas un effet négatif sur les néophytes, à savoir une orientation contre-productive, manque de curiosité, immunité de certaines œuvres qui peuvent empêcher le débat, etc. Je suis d'accord avec ce que Relab avance. Créer des tops, ça permet aussi à la personne qui ne connaît pas trop
de ne pas se laisser aller à, des fois, regarder un film juste parce que l'affiche du film est cool. Des fois, ça s'arrête là. Des fois, ça s'arrête juste à ce genre de considération. Mais quand tu cherches des tops, bah, t'es très ciblé dans ta recherche. Et ça, tu n'erres plus dans tes recherches Internet. C'est trop ciblé. Et pourquoi pas top 3000 tant qu'on y est? Et pourquoi l'un serait plus que l'autre? Enfin, c'est complètement aberrant, quoi. Faire des tops. Parce que c'est du putaclic. Ça s'arrête là. Et je trouve ça malheureux. Et le pire, c'est que ça continue, ces conneries. Le top 10 Pixar. Le top 10 Marvel. Oh là là. Et je suis sûr que vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. C'est hallucinant. D'ailleurs, il me semble que je m'étais déjà énervé sur cette histoire dans une des FAQ. On m'a aussi posé encore quelques petites questions. Ce sont des questions plus courtes de Suki. Des conseils, recommandations pour les gens qui veulent faire des études des métiers du cinéma en France. Si seulement je pouvais déjà avoir moi-même une place qui me permettrait de donner des recommandations et des conseils, ce serait bien, mais c'est pas le cas pour l'instant. Moi, je sors à peine la tête de l'eau. En théorie, c'est trop compliqué. Quitte la France, quitte le pays. Ouais, non, mais bon, c'est pas une solution, ça. Tout le monde dit ça. Je veux bien, mais ça va pas faire les affaires de la France. Hein. Si t'aimes plutôt ton pays, tu peux y rester, mais il faut bosser, quoi. Après, bon, les jeunes, il paraît qu'ils veulent partir. Moi, je suis très casanier. Hein. Je déteste sortir de chez moi. Enfin, je déteste voyager. Donc, voilà. Je n'ai pas de conseils, je n'ai pas de recommandations. Il y a beaucoup de formations qui peuvent être très chères. Des fois, ça tient à de la chance incroyable. Faut rester humble, faut être gentil, faut se rendre compte qu'on a beaucoup de chance et pas être un crevard qui vient comme un requin te déglinguer, des gars qui veulent essayer aussi de rentrer. On peut garder certaines informations pour nous, mais il faut pas maltraiter les gens plus jeunes qui veulent essayer de rentrer aussi. Parce que moi, à un moment, je serai plus âgé et je vais aussi des petits jeunes qui veulent faire du montage et c'est-à-dire prendre ma place, faut dire ce qui est, sans qu'ils le veuillent encore. Hein. Moi, je ne vais pas commencer à les faire chier sous prétexte que c'est des futurs concurrents. Donc, à un moment, quand on essaye de rentrer dans ce milieu, il faut aussi rester humble et rester gentil avec les gens. Parce que quand vous voyez sur certains groupes Facebook, qui sont des groupes Facebook où il y a beaucoup d'intermittents du spectacle, beaucoup de gens qui sont en post-production, j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux sont juste des gros enfoirés. Et s'ils ont l'occasion de déglinguer des concurrents sur le marché du travail, ils le font. Et je trouve que c'est, dans l'absolu, je peux comprendre cette situation parce qu'on est trop nombreux, mais en même temps, ça donne une silhouette des intermittents du spectacle entre eux qui n'est pas au beau fixe. Moi, je pourrais pas donner de conseils, mis à part un conseil d'attitude. Restez les plus gentils possibles. Et si vous êtes cadre, si vous êtes super gentil en tant que cadre, vous n'aurez même pas besoin d'hausser la voix ou de faire quoi que ce soit ou de venir être méchant ou tout ça. Ou vous dites les choses gentiment et moi, j'aurais envie de les faire pour la personne parce qu'elle me l'a dit gentiment. C'est aussi simple que ça. Il faut être gentil. Il y a quelqu'un qui est à Game One, qui travaille à Game One, qui est cadre, je l'ai jamais vu s'énerver. Le mec ultra gentil. Et des fois, il me demande des trucs chiants à faire, mais le mec, il est tellement gentil que moi, je le fais avec plaisir. Et ça fonctionne comme ça. C'est comme les profs. C'est comme les profs à l'école. Des gens qui sont... Voilà. Haute Coquelle, excellent exemple. Voilà, elle était super gentille. C'est grâce à elle que j'ai eu mon stage, il faut dire quand même ce qui est. Et j'avais un prof d'anglais, le mec était tellement gentil, t'avais envie d'apprendre l'anglais. T'avais envie de faire tes devoirs chez soi parce que t'avais pas envie de le décevoir parce que le mec il est tellement gentil. Mais voilà, mais je trouve que je sais pas comment ça marche, les écoles de cadre, ou de je sais trop quoi, pour être cadre. Mais ils devraient enseigner cette philosophie. C'est tellement plus... T'as envie d'aller au boulot. Mais c'est cool. Mais voilà, c'est tellement rare. Et t'as tellement peur aussi que ces cadres ils se fassent piétiner et qu'après ils changent. Je donne des conseils, ce sont des conseils d'attitude. Voilà. Honnêtement, oui.
Alors, attends, mais Anthony Benguigui, tu me dis que tu as posé une question, mais je vais aller te la rechercher dans ce cas-là. Mais il y a pas mal de trucs sur le chat, alors voilà, je veux bien lire tout. Et dans ce cas-là, je reviens en arrière. J'ai une question pour Valérian. Bizarrement, ton prénom me donne envie de parler de bande dessinée. En es-tu friand, plutôt manga, comics, etc., etc. Est-ce que tu aimerais voir quel BD au cinéma? Mon père a une énorme collection de bandes dessinées, dont des bandes dessinées qui sont très précieuses parce qu'elles ont des défauts d'impression. Donc les bandes dessinées qui ont des défauts d'impression sont des bandes dessinées qui sont des exemplaires uniques, quasiment. Donc ça a fait augmenter énormément leur prix. Donc on a quelques bandes dessinées qui sont imprimées à l'envers ou des trucs comme ça, des trucs un peu folklore. Et on a une ou deux bandes dessinées qui sont des éditions, des premières éditions. Je crois que c'est des éditions d'Astérix. Je crois que c'est Astérix et Cléopâtre et Astérix, je sais plus lequel, qui sont des bandes dessinées. C'est rarissime. Je crois que ça doit peut-être valoir peut-être plusieurs centaines d'euros, hein, la bande dessinée. Donc c'est des trucs, voilà, on a des trucs assez précis, on a beaucoup de classiques, Blueberry, Lucky Luke, Is No Good, Tintin, on a tous les grands classiques belges, on a bien sûr Valérian, on a quelques Schtroumpfs, on a une grosse bibliothèque de bandes dessinées, j'ai pas tout vu. Mais moi j'ai regardé beaucoup de bandes dessinées, je lisais pas forcément les dialogues, mais j'adorais les images. Vraiment, les BD de Valérian, je les ai toutes regardées, mais Lucky Luke, la version porno, ouais, peut-être bien. Astérix, j'en ai vu beaucoup, et Valérian aussi, mais j'en ai pas lu. C'est-à-dire vraiment en prenant le temps de lire les dialogues. Ce que je ferai à Noël avec quelques BD de Valérian, pour en profiter. Quel film conseillerais-tu pour la santé? Dr Patch. Direct. Alors que je n'ai même pas vu le film. Mais je sais qu'il a une aura... voilà, Dr Patch, quoi. Oh, des films qui sont optimistes. Des films qui font du bien. Des films qui sont optimistes. Par exemple, excellente transition. J'ai vu récemment Joseph, le roi des rêves, qui est un film de Pixar. Un film de DreamWorks. Un film qui est sorti en année 2000... qui est typiquement dans la veine Le Prince d'Égypte, avec donc Joseph, qui est un personnage biblique, qui est vendu par ses frères en esclavage en Égypte, mais c'est quelqu'un qui a le don d'interpréter les rêves. Et à la suite de rocambolesques aventures, et des tensions surtout, eh bien, il va interpréter les rêves du pharaon, qui va le nommer grand conseiller machin truc, qui va pouvoir sauver l'Égypte. Et à un moment, pendant la sauvegarde de l'Égypte, il va rencontrer de nouveau ses frères. Et il va se jouer à un jeu un petit peu pervers pour essayer de les culpabiliser de l'avoir vendu comme esclave. Et le film est un gros film optimiste, avec beaucoup de bons sentiments, avec un personnage naïf, mais qui est toujours poussé à aller dans la bonne direction. C'est un film qui est vraiment très très beau. Il m'a beaucoup touché. Je ferai une vidéo dessus parce qu'il m'a tellement surpris, parce que c'est une petite production, hein. Le Prince d'Égypte avait l'opulence, voilà, de démarrer le studio de production de DreamWorks, donc il y avait beaucoup d'argent. Mais Joseph, roi des rêves, était une petite production, mais c'est une production qui a eu beaucoup de bonnes critiques. Et ça, j'étais très surpris. Il y a eu beaucoup de bonnes critiques sur le film. Le film n'a pas eu un énorme succès commercial, mais les gens sont... Je crois qu'il a 83% sur Rotten Tomatoes, il me semble. Enfin, une bonne note, hein. Alors, moi, j'y allais sans savoir. Et le pire, c'est que on m'avait raconté cette histoire de Joseph. Dans les petites classes, quand on raconte un peu la Bible comme des histoires, quoi. D'aventures, des choses comme ça. Et j'avais entendu parler de ces idées de rêve avec 7 épis de blé et les 7 vaches grosses qui se font manger par les 7 vaches maigres. J'avais déjà entendu ça. Et quand je me rends compte que c'est cette histoire, je me suis dit, ah mais oui, mais c'est le film c'est la Madeleine de Proust, mais en film. C'est dingue. Franchement, le film, il m'a tellement fait du bien. C'est super cool. Et en plus, ça fait pleurer parce qu'il y a des super chansons. Il y a de superbes chansons. Franchement,
Si voilà, un moment vous voulez voir un film d'animation qui est très chouette, en plus tout c'est psychologique à fond, c'est que ça, avec l'espèce de Joseph qui essaye de sortir de son de son malaise et de sa détention, de trouver quelque chose à faire dans sa vie, et pour contenter Dieu aussi, parce qu'il se rend compte qu'il a ce pouvoir grâce à Dieu. Et les Égyptiens qui lui ne lui font pas confiance, mais en même temps il est docile et naïvement optimiste. Alors en plus il y a un truc horrible, je vous le dis pas si vous vous souvenez plus trop de l'histoire de la Bible, mais il y a un truc qui est horrible et ils l'ont fait en plus dans le dessin animé, c'est dingue. Franchement, grosse surprise. Et un autre film qui est tellement bien, enfin qui m'a tellement, c'était tellement cool. Le film, il est tellement bien. Enfin, vraiment, en plus, ça fait pleurer à fond. C'est Hotel Rwanda. Hotel Rwanda, excellent film. Alors là, vous sortez de ce film, vous dites « Oh, c'est un super film !» Voilà, et c'est que de l'émotion, il y a de la tension à fond. Vous décrochez pas de votre siège. Hotel Rwanda, j'étais vachement surpris parce que je pensais que j'allais me faire chier. L'espèce de drame, là, avec les massacres et tout ça. Et en fait, non. Enfin, si, il y a aussi. Mais en fait, c'est l'histoire de la survivance, de la survivation. Je crois qu'on peut inventer le mot pour ça. De ce chef d'hôtel et de l'hôtel même, des habitants, de sa femme et tout ça, par rapport à tous les massacres qui se font autour de l'hôtel. Et lui, il essaie de lutter pour garder l'hôtel en vie et essayer de sauver le maximum de personnes, faire tout ce qu'il peut pour sauver les personnes. Et c'est dingue, c'est complètement fou. Touchant, donc je vous invite aussi à regarder Hotel Rwanda. C'est avec Don Cheadle que vous avez vu récemment dans des bouses comme... voyons, comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Iron Man. Il joue Iron Patriot. Alors, passer de Hotel Rwanda à Iron Patriot, mon Dieu, quelle misère. On sentait qu'il avait des factures à payer, le pauvre. Mais je trouve ça malheureux, quoi. En même temps, c'est la tactique. C'est la tactique du blockbuster. Ça, ils ont rien inventé. C'est Jerry Bruckheimer et Don Simpson qui ont tout inventé. C'est prendre des stars de films d'auteur et les foutre dans des blockbusters pour bien leur monter le ciboulot et finalement ne plus leur faire jouer que des gros blockbusters puants. Enfin bon. Et après les mecs, ils essayent de revenir sur des films un peu plus intimistes et ils n'y arrivent plus parce qu'ils ont goûté au blockbuster. Alors bon, il y en a certains qui essayent de tenir une espèce de flottement entre les deux, mais c'est pas facile. Je sais pas que j'ai pas aimé Iron Man, mais le premier, il est sorti quoi en 2007, 2008. Il aura bientôt 10 ans le premier. On s'en fout. Le personnage d'Iron Man est bien, mais les films, on s'en fout complètement. C'est incroyable. Et on verra bien l'impact qu'auront tous ces films, tous ces blockbusters dans 10-15 ans. On verra ceux qui auront marqué, ceux dont on parlera, ceux qui auront droit à plein de billets sur Internet, de vidéos, d'articles et tout ça, et ceux qui tomberont dans l'oubli, soit parce qu'ils sont irregardables, parce qu'ils sont tellement moches, soit parce qu'ils n'ont aucun fond, ou des choses comme ça. On verra lesquels sortiront du lot. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Marvel qui sont déjà aujourd'hui oubliés et certains, ils vont complètement passer à côté. Alors là, on peut en profiter sur le moment, bien sûr. On peut avoir du plaisir à en regarder tout ça. Mais rétrospectivement, il n'y aura plus rien, quoi. Oui, alors je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un seul live FAQ. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Déjà, je pense, ça arrive à chaque fois, que je posterai cette partie-là de live, et il y aura des gens qui posteront des questions sous la vidéo, et après ça redynamisera une prochaine partie, donc il n'y a pas de souci. Oh, je suis déçu, je pensais qu'on allait enfin voir ton visage. Mais ton visage, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tu tapes mon nom sur internet et t'as mon visage. League of Bronze. Il y a des photos de moi sur internet et sur Facebook. Alors arrêtez de me faire chier avec on veut voir ton visage. Ouais. Allez chercher, taper sur internet et vous avez mon visage. On revient de soirée. Ah, c'est vrai, on est vendredi soir. Mais moi, je ne sais pas quand je dois faire les lives. C'est très chiant. Parce que le samedi, vous allez me dire, ouais, bon, on revient aussi de soirée le samedi. Bah, bon, moi, je sais pas quoi prendre. Je sais pas quel jour je peux prendre. Parce que je suis sûr que si je le fais le matin, personne n'est là parce que les gens sont en train de se réveiller de leur cuite de la fois dernière. Si je le fais l'après-midi, les gens, ils sont en train de digérer de leur repas opulent de midi. Et après, moi, je fais comment alors? Si le soir, je peux pas le faire.
Je caricature, bien sûr. Mais voilà. Je ne sais pas trop comment me placer. Il faudrait qu'on envoie tous un message à Antox Colaboy pour que tu passes dans mes chers abonnements et que tu aies plus d'abonnés. Tu les mérites tellement. C'est bien gentil. Mais ce qui risque d'arriver, c'est qu'Antox Colaboy, il tombe sur ma vidéo sur Crost et ça risque de faire des dégâts. J'ai vaguement vu le contenu de sa chaîne. Ouais, c'est intéressant. Bon, c'est un peu le putaclic, mais je crois que lui, ça le gêne pas qu'on le voit comme ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé son live de 4 heures avec Fanta, avec The Fantasio 974. Il parlait plein de choses, c'était super intéressant. Là sur Twitch. Écoute, si tu veux lui envoyer un message, tu peux lui envoyer un message, je vais pas t'en empêcher. Mais moi, je vais pas courir après ce mec. Hein. D'ailleurs, je me demande comment il... Enfin, je me demande même comment il va parler de ma chaîne, parce que c'est difficile de parler de ma chaîne. C'est un mec qui fait des podcasts et c'est sur YouTube, point. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il rajoute d'autre, quoi. Après, s'il veut venir me parler en privé pour avoir des informations sur des trucs sur ma chaîne, il peut me demander, hein, ça, il n'y a pas de souci. Ça me gênerait. Autant, je veux dire, honnêtement, autant quand j'ai fait la vidéo sur Crost, je peux même pas contacter Karim Debache, quoi. Je peux pas le contacter. Tu regardes Benzal Live? Écoute, j'ai essayé ce matin de regarder un épisode de Benzal Live. C'était un truc sur Overwatch. Le mec est d'une beaufitude. Mais c'est alarmant. Oh, le mec. Ah, moi, ça me fait mal. Hein. Avoir des mecs tellement suivis et qui vraiment bouf. Pourrait faire une chanson avec ce qu'il dit dans le live. Bon, ça c'est pas un public pour moi. Enfin, je veux dire, je ne suis pas le public visé. Hein. Je suis pas... Mais alors, des trucs. Oh, le... Fanta et Bob sont moins beaufs que lui. Le Hooper est moins beauf que lui. Bon, quand il te sort des machins... Alors, tu sens qu'il parle vraiment naturel, hein, Benzaï. Mais marrant, hein, moi, j'ai pas du tout envie de connaître ce mec-là. Hein. Oh là là. J'ai regardé quand il parlait, quand il faisait les épisodes rajoutés, inédits de Doc Nukem. Oh là là. Oh, c'est moi, ça me gêne, hein, des situations comme ça. Ouais, une parodie de beauf, vidéo spéciale beauf. Ouais, mais lui, voilà, mais ce Benzaï a 2 neurones, pathétique. ouais, il y a pas de ça, franchement. Non, mais je suis pas le public. À ce moment-là, tu te rends compte, en fait, que tu n'es pas le public ciblé. Donc, faut pas aller se forcer à regarder... tout le contenu. Il y a des gens qui aiment beaucoup, bah, très bien, hein, ils ont connu certains jeux vidéo avec lui, bah, très bien. Bon, moi, j'ai connu beaucoup de jeux vidéo avec le Hooper, donc moi, je regarde le Hooper, et puis voilà. Il est cool, Benza, il fait de bonnes vidéos sur sa chaîne TV. Tu parles des critiques d'1 minute, hein? Mon Valérian est sincère sur les chaînes YouTube. Moi, je me retiens un peu hein, de dire certaines choses. Hein. Je me retiens. Mais après, je ne cherche pas forcément toutes les chaînes... je fais pas forcément des recherches de chaînes, donc en ce moment je sais pas trop ce qui marche. Hein. Des fois il y a des chaînes qui émergent, je connaissais pas. Antox Colaboy, moi il y a 2 semaines je savais pas du tout qui c'était, hein. Mais pas du tout. Et tout d'un coup tu as des recommandations à la con ou tu as des gens qui font circuler ça sur Facebook et tu dis tiens qu'est-ce que c'est que ça? Tu cliques et tu commences à regarder. Après moi je regardais sur la chaîne rien, c'est bien parce qu'au moins quand tu regardes les vidéos qu'il fait en tox, tu te rends compte tout de suite du contenu que c'est, mais immédiatement. Mes chers non-abonnements, mes chers abonnements, c'est clair. Donc en fait tu n'as même pas besoin de cliquer sur une vidéo pour savoir ce que c'est. Ça c'est bien, ça au moins c'est clair. Tu dis ok ça va être pour moi ou non. Moi je sais ce que je dois chercher pour trouver des chaînes qui m'intéressent. J'ai pas besoin d'un intermédiaire, j'ai pas besoin d'un médiateur parce que Antox Colaboy, c'est juste un médiateur. Et encore, c'est un médiateur qui donne son avis. C'est pas encore moins top, en fait. Mais moi, en termes de cinéma, c'est-à-dire le domaine qui m'intéresse le plus et sur lequel je trouve le plus de vidéos, j'ai pas besoin d'un médiateur. Je trouve moi-même mon propre contenu.
Les gens qui ont besoin d'un gars comme Antox que la Boy, ce sont des gens qui ont besoin d'être assistés. Ce sont des assistés. Sinon, vous prenez le temps, l'après-midi, vous vous mettez de la musique, ou typiquement un podcast, ou une de mes critiques, hein, et vous commencez à faire des recherches sur YouTube, ou sur Internet, et vous tombez sur des machins, sur des vidéos, et vous faites votre répertoire d'abonnements comme ça. Mais il faut chercher, taper des mots-clés, des titres de films. Et après, vous vous rendrez bien compte si vous aimez ou non le contenu. Vous n'avez pas besoin d'un mec qui va vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui le suivent, donc ça doit... Il y a beaucoup d'assistés. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avis parce qu'ils sont dans l'indécision. Est-ce que je dois m'abonner ou pas? Je suis dans l'indécision. Là, vraiment, ça me fait marrer, quoi. Le mec, il regarde une vidéo, ok ou pas ok, ça s'arrête là. Ouais, Etherbrain qui a la qualité, elle se déniche. On trouve pas comme ça, poup, ça arrive pas comme ça, il faut un peu creuser, hein. Alors la question qu'on se pose, enfin que moi je me pose, c'est est-ce que plus tu as d'abonnés, moins la qualité va être présente? Ça c'est un grand défi, hein, qu'il faut se faire. Ah, c'est très compliqué ça. Moi j'espère que j'essayerai de garder un rythme plus qualitatif par rapport à ce que je fais. Je sais que les vidéos ne sont pas qualitatives dans le sens où elles ne sont pas divertissantes. Il n'y a pas des trucs qui sont à l'écran et vous me voyez facecam et tout ça. Dans ce sens-là, c'est absolument pas divertissant. Mais en termes de contenu et de propos, et j'essaye de développer des avis et des petites idées, ça, pour le coup, je suis très content de ce que je fais. Et surtout, je peux le faire sans limitation de durée, parce que si tout d'un coup je dois revenir à 15 minutes, je peux vous dire qu'avec le confort que j'ai maintenant pour parler, ça va me faire un gros choc, hein. Alors là, dans ce cas-là, vous aurez plus que des petits films français où il n'y a rien à dire pour que je puisse tenir 15 minutes, hein. Je peux vous assurer que ce sera très différent, hein. Les critiques ne seront pas du tout... vous avez vu qu'il y a une évolution. Maintenant, je prends le temps à fond de parler des films. Et je m'en tape. Si le truc fait 40 minutes, ça fera 40 minutes. J'étais même surpris. C'était pour lequel? C'était pour la dernière vidéo. C'était... Sausage Party. Sausage Party, je pensais que ça ferait 15-17 minutes et je me retrouve avec un gros bloc. Voilà. Alors, j'étais pas prévu, mais j'avais quelques notes et sur une ou deux notes, je suis parti, mais je suis parti tellement loin dans le truc et j'étais en train de tourner en rond là dans ma chambre avec mon micro là que je tenais en main et j'étais parti dans un délire et en fait, c'était trop cool et du coup, je l'ai laissé dans le commentaire. Et ça fait durer... Et je pense que vous cherchez ça aussi. Vous cherchez tout d'un coup un mec qui va commencer à appuyer sur des choses et à rentrer un petit peu plus dans le sujet. Bien sûr, on fait jamais le tour, mais à rentrer dans le machin un petit peu et voir un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'on peut en ressortir. Un film français, rien à dire, mais il faut encourager les jeunes à travailler dans le cinéma français. Je dis ça, je dis rien. Ah, mais je suis d'accord, Laura TV. Mais quand tu vois... Écoute, j'ai vu un film français, et je ferai une critique sur ce film parce qu'elle est prévue. Ça s'appelle « Jamais le premier soir ». Voilà, j'ai l'affiche devant moi. « Jamais le premier soir ». C'est le truc le plus random que j'ai jamais vu. Alors ça, j'en parle, je prends 10 minutes pour parler de ce truc. Pas plus. Il n'y a rien dans le film. C'est le random d'un mec de 40 ans qui a des problèmes sexuels, ou de 30 ans, là on va être sympa, de 30 ans qui a des problèmes sexuels, ça se passe à Paris, point barre. Franchement, et c'est ouf. Et je crois que même, justement, pourquoi je dis que j'ai prévu une critique sur ce film, parce que j'ai envie de parler de ce fait. C'est que les mecs ne peuvent pas s'empêcher de ressortir les mêmes scénarios de problèmes sexuels de personnes trentenaires, mais qui sont quand même assez beaux gosses, parce qu'on est au cinéma, donc il faut quand même des canons de beauté, et ça fait chier, quoi. Il n'y a pas que ça, mais c'est ce quota qui est épuisant parce que c'est médiatisé ces conneries. Ou alors c'est l'espèce de machin, drame social, tellement t'en peux plus. Oh là, c'est le drame, hein, c'est le drame, alors que le drame, tu ouvres la fenêtre, tu as du drame. Enfin, en tout cas, moi je l'ai eu il y a 2 jours à ma fenêtre, hein, du drame. Donc moi j'ai pas envie de voir ça au cinéma, j'ai pas envie de payer une place de cinéma, des fois de 10 € le soir, pour voir un truc pareil. C'est pas possible. Ou alors c'est vous que avez plein de fric. Moi j'en ai pas beaucoup, hein, donc voilà. Je préfère voir des gros machins Pirates des Caraïbes 5 que voir La vie respire ou je sais pas quoi. C'était quoi ce film?
Valentin, t'avais fait une vidéo, enfin, t'avais mis sur ta chaîne une interview et la vidéo critique. Comment ça s'appelait ce machin? Attends, mon cher Valentin Bréheret, je sais pas si t'es encore là, mais attends, je vais te rechercher sur la chaîne là. Ça s'appelait comment ça? Une vie. Voilà, le titre Une vie. Oh, rien que le titre. C'est sûr que c'est pas un film pour moi. Hein. Oh là là, attendez. Avec un magnifique article sur Allociné de Stéphane Brisé. Déjà, le nom est magnifique. Qui, entre guillemets, j'aurais pu inventer moi-même l'histoire de Maupassant. Déjà, la prétention. Vous voyez comment tu veux que je puisse... Enfin, comment veux-tu que je croie au cinéma français avec des conneries pareilles? Mais je veux pas voir ces trucs. Si, je peux les voir pour me conforter dans mon avis. Ça, c'est vrai. Des fois, je regarde des films français de ce type-là pour me dire, en fait, je ne loupe rien. Mais c'est toujours bien de se dire, voilà, régulièrement, faut que je sois sûr que je suis toujours bien dans mon avis. Parce que ce serait con de se rester bloqué comme un débile. Donc, je regarde régulièrement des films typiquement comme ça. Et à chaque fois, je me dis, ouais, non, mais... Je trouve pas encore des films qui sont de cet ordre-là, mais qui me font vraiment quelque chose. Pour moi, c'est de la poubelle. C'est du quota. Pour moi, c'est du quota. C'est une tradition française, presque. Hein. Je devrais même pas me sentir offusqué. Par contre, maintenant que j'y pense, j'avais regardé un film français, pour le coup. Hein, comment ça s'appelle? Loup, journal infime. Je crois pas intime, mais infime. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est un cocon très rassurant. C'est très optimiste. C'est un petit peu fable, imagé. C'est féerique. C'est un peu, voilà, un univers qui n'est pas notre univers. C'est un autre univers qui répond selon ses propres règles. Et c'est assez divertissant parce que c'est tout doudou. Et je crois qu'on a besoin aussi d'un peu de films français tout doudou. Et qui ne sont pas forcément plaqués sur notre réel. Par exemple, j'ai vu récemment La faute à Voltaire de Keshish. C'était pas le plus mauvais des Keshish. Hein. C'est peut-être même un des plus regardables. Mais il y a un truc dans ce film qui est énervant, quoi. C'est une espèce de misérabilisme social, quoi. On s'obstine à continuer cette image, quoi. Non, mais quitter le pays, c'est pas une solution non plus, Laura TV. Il faut essayer aussi de trouver les moyens de faire changer les choses. À petite échelle, au fur et à mesure, on gagnera sur le temps. C'est pas un problème. Mais à un moment, on aura un changement, mais on le verra même pas venir. C'est comme ça que ça se passe, les tendances. C'est pas d'un coup, blam, il y a un truc qui se passe. Rarement. Ça viendra au fur et à mesure. Pourquoi veux-tu mettre des contenus exclusifs? Ah, bah c'est plus amusant. Non, mais je trouve que c'est... le public sur Facebook n'est pas forcément le même sur YouTube et inversement. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose de proposer des choses différentes. Hein. Je peux le faire. Je croule pas encore sous quoi que ce soit en poids, donc je peux le faire, c'est pas un problème. Ça me stimule. Moi, j'aime pas que les choses soient trop égales. Hein. Et honnêtement, j'aurais tendance aussi à beaucoup favoriser Facebook parce que quand moi, la chaîne a été fermée, pas celle-ci, mais 2 chaînes avant, hein, j'ai quand même fait ma chaîne 3 fois, et ben moi, j'étais content d'avoir ma communauté sur Facebook. Et honnêtement, je les ai jamais remerciés d'une quelconque façon, mis à part un mot de merci. Ben, faire un contenu exclusif pour eux, c'est une façon de les remercier. Donc, non, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et encore, là, attends, tu parles de contenu exclusif, mais il y a encore ceux de Hooper.fr. Alors, bien sûr, ils ne sont pas au courant que là, que je fais un live, mais les gens de Hooper.fr, ils ont encore un autre contenu. Voilà, donc bon, je fais du contenu pour 3 plateformes quand même. Hein. Voilà, je fais ma sauce. Hein. C'est ma façon de gérer ma chaîne. Hein. Si vous n'êtes pas content, il y a plein d'autres chaînes de cinéma. Hein. Non, mais ça m'amuse, moi, d'avoir des contenus un peu différents pour tout le monde. Chacun cette petite spécificité. Moi, je trouve ça plutôt stimulant. Ça donne envie d'être connecté partout. Voilà. Abonnez-vous. Non, mais oui, c'est un peu ça. Ah, bah tiens, un autre film que j'ai vu récemment. Mon Roi, de Mai Wen. C'est un film qui n'a pas grand-chose pour lui. Mis à part les acteurs et le montage. Le reste, rien. Mais rien. Le scénario. Mais est-ce que vous allez dépenser 10 € pour voir un scénario que vous pouvez vivre en vrai?
Waouh, mais attendez, mais si vous avez dépensé de l'argent pour voir un film d'amour, mais c'est ouf. Mais comment on peut dépenser son argent? T'as qu'à ouvrir la fenêtre et tu l'as, ton histoire d'amour. Et vous voyez les gens s'engueuler et s'embrasser et forniquer comment dire, et faire rupture et même la vivre vous aussi. Mais vous n'avez pas envie de voir ça. Enfin, moi personnellement, je n'ai pas envie de voir ça au cinéma. Alors là, le sujet du film, moi j'en avais juste rien à foutre. Et Dieu merci, il y a Vincent Cassel et Berco. Parce que sinon, alors là, moi je me serais fait chier comme un rat mort. Et deuxième chose qui sauve le film, c'est le montage, parce que le filmage, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais c'est random, mais random. Hein. Par contre, le montage est ouf, parce qu'il nous rend compte d'années, mais de plusieurs années d'existence ensemble en 2 heures. Et ça, et en même temps, c'est fou parce que ça nous rend compte de de scènes, plein de petites scènes, mais qui nous font sentir quand même la temporalité de cette scène. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que la scène est longue tout en étant courte. Et ça se joue par le montage, le choix des coupes, à quel moment on coupe pour faire étirer le temps, et tout en rendant compte d'une relation de quoi 10 ans? Plus de 10 ans peut-être? C'est énorme. Et ça c'est le tour de force de ce film, c'est le montage et le jeu des acteurs qui est super bien. Mais alors le sujet, la façon dont c'est filmé, c'est invisible. Alors voilà, si on est fan de Maïwan, je pense qu'on peut être bien aimé, si on aime bien les acteurs et tout ça. Mais autrement, alors, je n'ai pas compris, quoi. Hein, je n'ai pas compris l'engouement. Hein. Alors, bien sûr, moi, j'ai pris mon compte pour le montage, parce que je suis monteur, donc j'ai plutôt apprécié certains aspects. Et le jeu des acteurs, parce qu'à un bout d'un moment, ça commence, voilà, tu commences à être un peu dedans. Mais bon, après, Vincent Cassel fait son Vincent Cassel, mais bon, voilà, là, encore une fois, c'est des films qui n'ont pas grand-chose pour eux. Alors, Dieu merci, ouais, ils sont faits par des gens qui ont un petit peu, voilà, ils ont quelque chose à dire, mais ah putain, c'est juste, hein. Et encore ça, Mon Roi, c'est quand même, voilà, c'est un peu le haut du pavé. Mais il y a des machins, oh là là, je vous en parle pas du tout, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, mais des fois je vois des films français, c'est vraiment comédie. Mais un comédie de quota. Voilà, c'est la comédie de quota. C'est horrible de dire ça, parce que c'est notre cinéma à nous, mais c'est très gênant. Hein. Moi, je trouve ça très gênant. Hein. Alors, bien sûr, en disant ça, j'ai aucune chance de travailler dans le cinéma français. Hein. Moi, je travaille en télé pour l'instant. Hein. Mais bon, on fait pas forcément ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Hein. À part ceux qui ont du fric, eux, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des DreamWorks que j'aime bien. Ouais, généralement, j'aime beaucoup les DreamWorks. Hein. Je les aime plus que les Pixar. Hein. Et par contre, la question, ce serait plutôt, est-ce qu'il y a des DreamWorks que tu n'aimes pas? Après, il y a des DreamWorks que je n'ai pas encore vus. Que je n'aime pas. Je n'ai pas été très attaché au Shrek. Voyons. Après, il y en a d'autres que je trouve sympas, mais qui sont oubliables. C'est plus du sympa oubliable que, voilà, aime bien ou pas bien. J'ai bien aimé Turbo. C'était un peu une sensibilité assez semblable, il faut dire ce qui est, de Cars. Mais Turbo, ça m'avait... je me dis, tiens, c'est pas mal, avec des Mexicains là qui pensent à leur rêve américain et tout ça. Je me dis, c'est une bonne tentative, c'est sympa. Ça se garde bien. Après, bien sûr, tu as les autres escargots qui sont un peu en mode, ouais, on est la bande, et on veut pas de toi dans la bande, mais tu courses bien, donc on veut être avec toi. L'espèce de truc relou de la bande. Alors moi, je trouvais ça un peu grotesque, mais bon... Hein, chaque dessin animé a ses conneries en perspective, hein. Tous. Après, il faut juste savoir les chercher, c'est tout. Le montage télé, c'est pas lassant ou répétitif. Oui, c'est lassant et répétitif. Mais bon, tu sais, moi, je préfère ça que faire un autre métier. Donc, j'ai peut-être le montage en télé qui est pas très amusant, mais en attendant, je fais aussi du montage pour ma chaîne. Et ça me fait beaucoup de bien. Comment as-tu choisi le nom de ta chaîne? Du tac au tac. Moi, je n'ai pas commencé à faire une commission pour choisir le nom de ma chaîne. C'était direct. Je voulais pas que ça soit ciné quelque chose. Parce que ciné, machin truc, ciné n'importe quoi, il y en a tellement sur le web. Mais une invasion, alors je voulais un truc qui soit plus court. Tu vois, en genre 2 syllabes comme ça, tac, tac. Donc, pour moi, c'était Cinefiles parce que c'était plus rythmé que ciné avec quelque chose derrière. Donc, j'ai juste enlevé le E. Et comme ça, moi, je trouve ça me...
Et il n'y a absolument pas de référence à X-Files. Hein. J'ai découvert X-Files très très tard, donc c'est pas du tout dans ma culture de base. Enfin, quand je pense série, je pense à Buffy contre les vampires, je pense pas à X-Files direct. Donc c'était pas du tout une référence à X-Files. Hein. C'était plus que Files parce que ça fait anglais, ça fait international. Mais oui, il y a un peu peut-être cette idée-là malgré moi. Enfin, est-ce que ça t'intéresserait de travailler en radio en tant que chroniqueur ciné ou quelque chose dans le genre? Je ne dirais pas non. Si tu as des tuyaux, non, je pense que là, ma voix pourrait passer en radio, mais le problème, c'est que je suis quand même, enfin là, vous voyez, je me restreins pas trop dans la voix, donc je parle dans les aigus, je parle un peu dans tous les sens. Je sais pas si cette voix passe à la radio, par exemple. Parce que j'ai essayé un truc pour la radio, mais c'était une voix où je devais beaucoup me poser. Et ça m'a un petit peu frustré parce que je pouvais pas parler avec ma vraie voix. Mais si j'ai l'occasion de parler en radio, oui, moi, ça m'intéresserait. IMDb est plus fiable, mais il faut vachement faire gaffe. Il y a par exemple un onglet qui s'appelle Trivia, je crois, ou Did You Know, sur des trucs sur le film. Ça, il ne faut pas s'y fier parce qu'il n'y a pas de source. Il n'y a même pas une petite source. Bien sûr, moi, des fois, je vérifie absolument pas tout ce qui est dit dans mes critiques, hein, bien sûr. Mais alors là, tu as zéro source. Si tu en avais une ou deux, bon, ok. Mais là, tu n'as rien. Quand on te dit un truc vraiment gros, hein, machin, tu dis c'est pas possible, tu ne peux pas le vérifier. Alors, il faut que tu ailles chercher ailleurs. Ah, ça vaut rien alors. Ça, voilà, ça, il faut faire gaffe hein, sur IMDb. Par contre, tout ce qui est configuration technique, casting, là, vous pouvez peut-être plus vous y fier. Ce sont des trucs qui sont vraiment réguliers et qui font systématiquement. Les trivia et Did You Know, c'est un peu dans le vent en fonction de l'importance du film. Bon. Mais après, on peut regrouper les informations. Tu parles de Stephen Chow. Eh ben, figure-toi que j'ai vu The Mermaid. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est le plus gros carton de l'année en Chine. Il a fait 500 millions de dollars juste en Chine. Donc, c'est colossal. Il est sorti aux States dans l'indifférence totale. Le film est assez marrant. Et il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment à se tordre de rire. The Mermaid, je vous le conseille. C'est vraiment... Voilà, c'est très sympathique, hein, c'est vraiment très sympathique. Ouais, j'aime bien Stephen Chow, mais je n'ai pas tout vu de lui. Hein. Je pense que ça vaut vraiment le coup de voir ce qu'il fait. Hein. C'est quelqu'un voilà, il a un humour qui me touche. Hein. Shaolin Soccer, on s'est bien tordu avec mon frère quand on a vu le film. Et surtout quand on l'a écouté en français. En français, il y a des trucs qui sont vraiment marrants. Hein. Il y aura d'autres lives FAQ, en espérant qu'ils soient aussi animés que celui-ci. Moi, j'ai toujours un peu cette crainte, hein, parce qu'au départ, il n'y a vraiment personne. Hein. Mais de toute façon, vous pourrez laisser vos questions dans les descriptions de la vidéo, bien entendu. Si vous en avez encore, vous pourrez toujours balancer vos questions. Après, ne vous inquiétez pas, tout ça, le live dure depuis un petit moment. Je vais tout épurer. Il y aura beaucoup moins de choses, parce que bien sûr, il n'y aura pas de chat à côté. Donc, il y aura beaucoup moins de choses qui seront sélectionnées. Il y aura vraiment les questions intéressantes, qui prennent du temps, ou celles où je développe un petit peu, et les interactions qui sont plus vivantes. Je couperai tout ça et ce sera beaucoup plus clair, ce sera beaucoup plus fluide. Et il y aura aussi quand même quelques timecodes qui seront clairs un petit peu dans la description de la vidéo. On va s'arrêter, pile poil, il sera minuit, alors que je voulais arrêter à 23h30, mais bon. Donc vous aurez eu 30 minutes supplémentaires, formidable. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à votre tour à me proposer des questions sous la vidéo, en commentaire, que ce soit sous la vidéo de la FAQ ou sous d'autres vidéos. Hein, du moment que ça arrive dans mon flux de commentaires, je pourrai les mettre de côté. Comme ça, pour la prochaine session live, eh bien, il y aura des questions pour amorcer comme ça un petit peu le dialogue, et après il y aura plus de gens sur le chat, et après on pourra parler un peu plus sur le chat, et voilà, on pourra fonctionner comme ça pendant quelques sessions. Je pense qu'il y en aura encore une en janvier, et après j'arrêterai. Mais je pense que souvent, voilà, c'est un peu du mal à démarrer pour la première session. Mais après, quand ce sera sur le YouTube, les gens se rendront compte, ah merde, il y avait une FAQ, ah bah je vais poser des questions et tout ça, et il y aura peut-être plus de questions pour la prochaine partie. Mais sachez une chose, moi, vers les minuit, j'arrête un live. Pour moi, c'est trop dur enfin, moi j'aime pas ça, je n'aime pas veiller. Donc, c'est toujours vers les 21h que je vais démarrer les choses. Il y aura quelques jours avant que ça ressorte sur la chaîne, mais pas très très longtemps, je pense.
Enfin bon, c'est quand même presque 3 heures d'enregistrement, mais bon, je pense que c'est juste de l'audio à traiter. Je vous dis déjà demain soir 20h pour le retransmission du live où on avait Le Bon, la Brute et le Cinglé et quelques présentations de petits films. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie des FAQ et aussi pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!